Bonjour et bienvenue au podcast de la boîte à lunch et des idées à emporter pour innover. C'est un rendez-vous gourmet pour jaser d'innovation. C'est réalisé en collaboration avec les services de développement économique locaux de Lanaudière et produit par Lanaudière économique dans le cadre du projet des espaces PME Innovation. À la fin de chaque épisode, vous repartirez avec un vrai bagage d'idées à emporter pour nourrir votre créativité et vos projets. Je suis Julie Houd, je suis conseillère stratégique en innovation à Lanaudière économique et je serai votre animatrice. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Francis Allard, cofondateur et président de Rameau, une entreprise de la MRC Montcalm spécialisée dans des solutions basées sur la nature pour protéger et restaurer l'environnement grâce au sol. Bonjour Francis. Bonjour Julie. Bienvenue. Bienvenue, merci. Avant qu'on saute dans ton univers, en fait, je voulais qu'on puisse regarder ce qu'il y a dans notre boîte à lunch. Oui. Alors, ça nous vient de Saint-Ours Bistrot et Garde-Manger, une entreprise de goûter Lanaudière située à Saint-Roch-de-la-Chigan. Je pense que tu les connais déjà, hein? Oui, je vais saluer Alexandre. C'est un restaurant bien connu à Saint-Roch que je recommande. Fait que tu as peut-être déjà goûté au sandwich? Je sais pas si j'ai goûté à celui-là, mais j'ai goûté à plusieurs de ses repas. Mais tu vas avoir la chance d'y goûter après. Ouais. Ben non, avant. Tous les produits sont de producteurs de Saint-Roch-de-la-Chigan. Bistrot, c'est un bistrot traiteur, c'est un chef à domicile et il y a des plats pour apporter. Donc aujourd'hui, sandwich pain bagna de la chope à pain. Il y a du jambon du rang 4. Il y a du fromage Freddo de la Suisse normande et de la moutarde au miel de Gaudreau. Quand même, hein? On a tout ça chez nous. Oui. Dans la MRC. Oui, le miel Gaudreau aussi, un produit de Saint-Roch. Oui, bien, ça passe des choses à Saint-Roch, finalement. Plein de choses, effectivement. Alors, on goûte? Ben oui. On s'approche ça. Là, si j'ai de la salade entre les dents, tu me le dis. Oui, la même chose pour moi. Je sais pas c'est quoi la petite sauce, mais c'est vraiment bon. Fait que j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Fait que j'avais un petit jeu pour toi. OK. C'est un dilemme. Fait que c'est soit t'es plus ketchup ou moutarde. OK. Fait qu'on on a à peu près 1 minute, on passe à travers une série, puis tu réponds un ou l'autre. Parfait. J'ai pas besoin de l'explication, juste on y va droit au but. Ça marche. On essaie ça? On va mélanger. Alors, planification ou improvisation? Improvisation. Entrée ou dessert? Entrée. Souper à 4h30 ou à 8h30? À 4h30. Ah ouais, quand même, OK. J'ai des enfants. OK. Donc, la logistique, c'est plus probable. Joueur solo ou d'équipe? Joueur d'équipe. Est-ce que t'es un repas italien ou mexicain? Mexicain. Travailler fort ou travailler mieux? Les deux. Les deux, non, c'est un ou l'autre. Ah, OK. Travailler mieux. Travailler On mieux. travaille fort quand même. Oui, c'est ça. Un n'empêche pas l'autre. Hein. Sorbet ou crème glacée? Crème glacée. Brunch de fer ou 5 à 7? J'ai pas de question. 5 à 7. Cuisiner ou commander? Cuisiner. Créer un nouveau produit ou optimiser ce qui existe déjà? Ça revient un petit peu comme au début, là, mais... Je dirais optimiser. Optimiser. Ouais. Parfait. La table est mise. Évidemment, Francis, peux-tu nous parler un petit peu de Rameau, là? On l'a décrit un petit peu d'emblée, mais je pense que ça reste encore un petit peu mystérieux. Ouais, c'est mystérieux pour plusieurs personnes. Chez Rameau, on est une entreprise qui a été fondée en 2006, qui développe des technologies environnementales, principalement autour des plantes, sur tous les sols. On est connu pour cultiver ou en fait planter beaucoup de sols, mais on a autour de ça développé différentes solutions pour solutionner des problématiques environnementales, notamment liées
traitement d'eau, la restauration de sites dégradés, et en parallèle, dans une dynamique d'économie circulaire, on essaie de valoriser les plantes qu'on fait pousser. Par exemple, on a développé des produits pour bloquer le bruit, des murs anti-bruit faits à partir de saules. On développe aussi des amendements horticoles, donc du paillis ou des façons avec lesquelles on peut utiliser les saules qui vont nous servir à restaurer d'autres sites. Donc, on va transformer le copeau pour développer des substrats qui vont nous être utiles pour restaurer, par exemple, des sites miniers ou des sites d'enfouissement. Donc, on essaie vraiment toujours d'utiliser ce qu'un produit ou ce qu'un projet peut générer pour un autre projet ou un autre produit. Donc, c'est vraiment dans une dynamique intégrée, là. OK, comme de l'économie circulaire en interne, quasiment. Ouais, si on veut, ouais, OK. effectivement, ouais. OK. Fait que dans le fond, ça part de solutions environnementales. Après ça, on peut créer des produits à partir des boulots qui ont été utilisés Ouais. dans ces Ben, environnements-là. des saules, mais c'est drôle parce que maintenant, effectivement, on fait pas juste des saules. Cette année, on a commencé à produire des boulots, d'autres types d'essence. Fait que toujours dans une optique de vouloir améliorer ce qu'on fait, des fois, on essaie d'intégrer des nouvelles façons de faire. Donc, pour avoir plus de diversité, maintenant, on intègre d'autres essences aussi dans les projets qu'on fait. OK. Donc, oui, tout à fait. Ouais. OK. Puis pour toi, c'est quoi l'innovation? L'innovation. C'est quoi l'innovation? Euh, ben pour moi, l'innovation, c'est, tu sais, au sens plus large, c'est peut-être de penser différemment, de voir comment je peux adresser une problématique avec un angle différent. Puis, tu sais, ça passe pas nécessairement de développer un nouveau produit, ça peut être un concept, ça peut être une façon de commercialiser quelque chose. Donc, c'est vraiment un peu de regarder une situation avec un regard différent, puis qui va mener après à des innovations, puis à des choses qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé au départ, là, mais il y a vraiment différentes formes d'innovation, là, selon moi, là. OK. Parce qu'on le sent quand même, tu sais, dans Rameau, qu'on amène différents secteurs ensemble puis qu'on vient régler différentes problématiques, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, Mm. tu dis juste, ça part souvent d'un problème. Tu sais, chez nous, comment on voit, où on amène les innovations ou les produits ou services, c'est une opportunité vient d'un problème à régler. Donc, puis bon, en termes de problèmes environnementaux, là, on est bien servi, là. Fait que, Ah oui? Oh. fait qu'on, il y a vraiment beaucoup de nos idées qui sont issues de quelque chose que ce soit moi ou des gens de notre équipe vont avoir observé puis dire, OK, à partir de ce que nous, on connaît, à partir de nos connaissances, nos compétences, notre contexte, comment on pourrait solutionner ce problème-là. Fait que, tu sais, OK. c'est vraiment un peu ça, des fois, qui est la force d'une innovation. C'est des fois, tu sais, de mixer deux sujets qui sont pas toujours naturels ensemble, là. Tu sais, souvent, on va... par exemple, pour ma part, tu sais, j'ai grandi sur la ferme familiale et puis j'ai fait mes études en ingénierie. Pas nécessairement des sujets qui sont compatibles, mais ben, pas qui sont pas compatibles, mais qui sont naturellement ensemble, mais ça permet d'avoir un regard que soit un ingénieur ou quelqu'un qui vient du monde de l'agriculture n'aurait pas eu chacun De leur de son côté, côté. de Fait que par leur souvent, biais. c'est de voir une personne de par son, son cursus ou ce qu'elle a vécu, comment elle peut utiliser ça puis l'amener à quelque chose que les autres n'ont pas nécessairement le même cheminement. Fait que ça amène des idées qui émergent, qui sont différentes ou qui peuvent être innovantes. Qui sont peut-être plus éclatés, là, justement. Oui, effectivement, ou que d'autres n'auraient pas pensé, effectivement. OK. Je suis quand même curieuse, tu sais, comme au début de Rameau, parce que, tu sais, vous êtes quand même très avant-gardiste, tu sais, ces innovations-là, j'imagine, tu sais, il y a de la réticence au changement, ou, tu sais, vu que
c'est quelque chose qui est tellement nouveau. Tu sais, comment vous avez trouvé vos primo-adoptants? Tu sais, comment c'est arrivé? Comment qu'on a trouvé les primo-adoptants? Euh, ben, tu sais, c'est un peu... c'est sûr qu'avec nous, ça fait presque 20 ans qu'on fait ça. Fait que la façon dont on aborde maintenant le, le développement de projets a évolué. Fait que, tu sais, au départ, quand j'ai commencé ce projet-là, je suis pas sûr qu'on avait notre primo-adoptant. Là. On s'est Pas le un peu... bon. ouais, ou on n'avait pas de personne d'adoptant. OK, Et pas tu sais, d'adoptant. dans le sens OK. que on a été je dirais un peu kamikaze, là, puis c'est pas un conseil que que je me donnerais aujourd'hui, là, de se lancer puis en se disant, ah, on va trouver quelqu'un qui va bien vouloir de ce qu'on essaie de développer. Vous partiez pas du besoin à ce moment-là. Vous partiez Ouais. d'un constat que vous vouliez peut-être amener Tu sais, il y avait un besoin, puis tu sais, au départ, on s'était orienté vers les énergies renouvelables, puis oui, il y a un besoin, mais tu sais, c'était pas associé à est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à payer pour ça, ou des fois, ils sont prêts à payer, mais c'est plus, c'est moins cher que ce que tu es capable. En fait, il n'y a pas vraiment de modèle financier viable. Fait que, tu sais, aujourd'hui, les primo-adoptants, on travaille. Tu sais, c'est quelque chose que c'est pas. Des fois, c'est juste une question de, 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 de réseau, de rencontrer des gens, d'être à l'écoute. Puis il arrive un peu des fois par hasard, tu sais, puis tu t'en rends compte assez vite. Oh, cette personne-là, ça sera pas la personne qui va être mon, mon, mon premier client parce qu'il est plus conservateur. Fait que des fois, faut savoir un peu cerner à qui j'ai affaire, c'est quoi la culture de cette entreprise-là ou de ce client-là. Est-ce que ça cadre dans, dans cet esprit-là? Fait que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle à trouver ton premier client. Puis l'idée, c'est souvent de poser des questions, puis de comprendre ses problèmes. Puis quand tu comprends que le problème, c'est quelque chose de vraiment, disons, irritant ou pénible, plus le problème est profond, plus les gens vont être prêts à, à prendre un risque pour régler leur Là. problème. Fait que, tu OK. sais, c'est vraiment associé à est-ce que je règle quelque chose pour quelqu'un, là, OK. tu sais. Puis le primo-adoptant, il faut vraiment sortir, puis aller explorer, puis aller poser des questions, puis aller voir. Puis tu sais, des fois, on peut même peut-être réajuster un peu aussi ce qu'on voulait sortir. Peut-être que c'était pas bien aligné avec... Ouais, OK. effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, ce qu'on fait n'est pas très commun dans l'esprit des gens. Exemple, on traite des eaux en utilisant des plantes. Naturellement, les systèmes de traitement des eaux, c'est développé par des ingénieurs chimiques, des ingénieurs civils. L'utilisation des plantes, c'est plus du département des sciences biologiques. Fait fait que les gens sont pas toujours confortables, à l'aise. Il y a quand même une notion d'éducation à faire qui est vraiment grande. Puis tu le vois assez vite si la personne, tu sais, si ça le sort de sa zone de confort, jusqu'à quel point elle est prête à te faire confiance. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important aussi de construire cette crédibilité-là en ayant aussi d'autres personnes ou d'autres partenaires qui vont t'amener un peu plus de crédibilité auprès de ces gens-là qui sont peut-être des fois moins portés vers des solutions pour lesquelles ils ont peut-être pas toujours la maîtrise ou les connaissances techniques. OK. Ben, ça m'amène aussi à te parler de tes concurrents. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup de concurrents, en tout cas, du moins comme toi. Que... Comment ça se passe? Ben, on n'a pas il n'y a pas personne qui a été nécessairement assez fou pour faire exactement ce qu'on fait, là, tu sais. C'est sûr que je- d'entrée de jeu, j'expliquais qu'on plante des millions d'arbres. On est un peu dans l'agriculture, la foresterie. On a aussi des gens qui sont des professionnels de l'environnement, du traitement d'eau. On a des gens qui sont aussi plus du volet manufacturier. Puis il faut qu'on maîtrise un peu l'ensemble de ces Mhm. segments-là.
Fait que, tu sais, il n'y a personne qui a été à ce niveau-là, mais naturellement, chacun des produits et services qu'on offre, il y a des alternatives. Fait que, par exemple, pour des murs anti-bruit, ben, c'est pas nous qui avons inventé le mur anti-bruit. Il y a des produits avec d'autres matériaux, le béton, le PVC. Fait que, tu sais, on va avoir beaucoup de concurrence indirecte. Fait que, tu sais, même si on a des solutions qui sont, disons, plus éco-responsables ou plus vertes, j'ai quand même le défi d'avoir une solution qui va être concurrentielle au point de vue marché. Parce qu'au final, encore aujourd'hui, même il y a des intentions d'avoir des produits qui sont plus verts, ça reste que c'est le prix qui est l'argument numéro un. Il faut réussir à tirer son épingle du jeu puis avoir un produit qui va être concurrent. En fait, pas concurrentiel, mais qui va pouvoir compétitionner avec les concurrents, peu importe Qui sont établis depuis des le années. domaine. Fait que, tu sais, OK. c'est ça qui est quand même, pour tous les entrepreneurs qui sont en environnement, c'est un peu le même défi. On essaie de vouloir développer quelque chose qui a un souci plus grand de l'environnement, mais les règles du jeu sont, je veux dire, nos concurrents ont pas il y a personne en ce moment qui met vraiment un prix sur, on appelle ça les externalités environnementales. Là, OK. tu sais. Comment ça coûte comme à la société de produire ou d'émettre du carbone ou de générer des eaux usées qui retournent dans l'environnement. Bref, il y a vraiment beaucoup de paramètres qu'on essaie, nous, d'améliorer, mais qu'il n'y a pas nécessairement de valeur ou signe de dollar qui est associé. Comment ça vaut la biodiversité quand, oui, on est capable, on est tous capables d'attribuer ou de dire que ça a une valeur, mais, mais c'est vraiment encore difficile de pouvoir comparer les produits ensemble. Fait que ça reste que c'est un défi. Il y a comme du progrès qui se fait, mais ça fait partie de notre... C'est de longue haleine. Ouais, c'est ça, c'est OK. un long combat. Mais vous devez devenir meilleur parce que depuis 20 ans, vous avez certains arguments. Tu sais, les mentalités changent aussi tranquillement, mais ça reste encore un défi important de... Ouais, ben c'est OK. sûr qu'on est meilleur, mais tu sais, grâce à l'innovation, puis ça, c'est l'autre point, c'est que c'est un peu ça je pense, qui est une grande fierté, puis on a réussi, malgré tout, à faire des technologies qui fonctionnent, qui répondent ou même qui surpassent les normes de nos concurrents, qui sont souvent plus économiques et qui sont vertes. Donc nous, c'est un peu ça. Tu sais, si j'avais pas réussi à faire tout ça ensemble, probablement on serait plus là aujourd'hui. Fait que, tu sais, les innovateurs en environnement, imaginez si les solutions qu'on faisait, il y avait des critères qui favorisent. Pas, en fait, on se battait à armes égales avec ceux qui n'ont pas de considération pour euh, la- les enjeux environnementaux. Fait que je pense que c'est un peu ça le message que j'essaie de plus en plus répéter, c'est de dire les technologies vertes fonctionnent, puis elles sont compétitives, puis des fois, c'est juste une question de mise à l'échelle. C'est pourquoi tel type de solution est plus cher. Ben, souvent, on essaie de compétitionner avec des industries qui sont là depuis 100, 150 ans. Les barrières à l'entrée sont énormes, mais si on avait justement une adoption de masse de ces solutions-là, le prix deviendrait tout aussi un bon marché que les solutions qu'on connaît depuis longtemps. OK. Intéressant. Puis, est-ce que l'innovation est toujours payante? En tout cas, mais... Ben, tu sais, je dirais non. Des fois, l'innovation, on a tendance à vouloir constamment innover et on oublie qu'il faut commercialiser nos innovations. Fait que ça, c'est un peu, des fois, le défi des entrepreneurs créatifs ou des innovateurs. Tu sais, on est très excités par la nouveauté, les nouvelles choses, mais on oublie
que c'est important que les innovations qu'on a fait qui fonctionnent soient justement commercialisées et génèrent en fait, on puisse aller récupérer tout l'investissement qui a été fait en amont, là. Fait que des fois, il faut un peu s'arrêter à dire, OK, oui, c'est le fun, innover, mais des fois, c'est peut-être mieux d'avoir une solution qui est 80% parfaite, puis de la commercialiser, puis après ça, l'améliorer, que d'attendre de tout voir, que tout soit parfait, puis de jamais la mettre sur le marché. Fait que ça je pense que c'est quelque chose qui est important. Ouais. Pour continuer d'innover, dans le fond, il faut commercialiser, il faut rentrer de l'argent pour continuer d'innover puis investir. Ouais, c'est ça, effectivement. OK. Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a des compétences, selon toi, qu'on devrait développer pour demain, dans le sens pour continuer d'innover? Y a-t-il des compétences qu'on devrait, qu'on sous-estime peut-être même? Qu'on devrait développer ou en fait qui sont nécessaires Sont nécessaires. en innovation? Oui. Ben, c'est sûr qu'en ce moment, je pense que c'est fondamental que les gens s'intéressent à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, là. Donc, je pense que là, on vit une transformation quand même assez rapide. Fait que si les innovateurs sont pas capables de s'adapter avec ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que ça va être, on va être en retard sur d'autres qui les auront adoptés. Mais naturellement, tu sais, je pense que le terme qui me vient à l'esprit, c'est la curiosité. Je pense qu'un innovateur doit être curieux. On doit s'informer, on doit savoir ce qui se passe, poser des questions, parce que ça, souvent, ça amène justement les idées, puis la connexion avec le besoin qui est à régler. Si justement on ne s'interroge pas sur... Des fois, on arrive chez un client, puis tu veux le sujet, c'est le sujet A, mais finalement, si tu poses pas les bonnes questions ou tu n'es pas assez curieux, ben tu comprendras pas que le problème principal, c'est peut-être pas A, mais c'est B. Fait que c'est vraiment important de poser des questions, puis de comprendre la problématique de ton client ou dans le cas du marché que tu veux cibler, là. Fait que c'est pas nécessairement des compétences technologiques. On a parlé de l'intelligence artificielle, oui, mais il reste que nos compétences humaines aussi doivent rester pour continuer d'innover. Puis la curiosité en fait partie. Ouais, mais tu sais, les compétences, tu sais, on a tous, à un certain point, des compétences dans quelque chose. Évidemment, c'est difficile d'innover sur un sujet que tu maîtrises pas vraiment, ou du moins, il faut que tu t'entoures de personnes qui le maîtrisent pour être capable justement d'innover adéquatement avec les bonnes technologies. Des fois, en fait, ça peut être même un avantage. Moi, par exemple, j'ai pas étudié en agronomie, puis le fait que j'ai pas le regard d'un agronome va peut-être m'amener à avoir des idées que peut-être quelqu'un qui a étudié en agronomie aurait discarté d'entrée de jeu de par sa formation. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun quand dans un processus d'innovation de mettre quelqu'un qui vient peut-être d'un autre domaine ou en tout cas qui n'a pas tout à fait les compétences parce que sinon on reste un peu dans la même chambre d'écho à présenter ce qu'on connaît déjà. Fait que, tu sais, c'est un mélange des deux. OK. Allons voir ce qu'on connaît pas Ouais, avec des gens qui ont d'autres compétences que les nôtres. entre autres. Ouais. OK, OK. Puis, on en parlait tantôt, là, tu sais, on amène deux sujets différents, des compétences différentes, mais tu sais, vous semblez faire beaucoup de recherches. Tu sais, c'est quoi un peu le processus d'innovation chez Rameau? Je pourrais pas dire qu'il y a un processus vraiment clairement défini, là. J'ai pas fait Il y a une des procédure tableaux, fichiers Excel ou... de ça, OK. mais ça a beaucoup passé par des collaborations. Tu sais, dès la première année où on a démarré ce projet-là en 2006, tu sais, on a commencé à travailler, par exemple, avec l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est une branche de recherche du Jardin botanique qui est associée à l'Université de Montréal. Fait qu'on a fait beaucoup de projets avec eux, puis
sais, aujourd'hui, j'ai eu des collaborations avec vraiment plusieurs organismes de recherche. Fait que ça nous a amené une forme de un réflexe naturel d'aller aller chercher de l'aide à l'externe. Fait que, tu sais, au Québec, il y a vraiment beaucoup de possibilités sur n'importe quel sujet, que ce soit sur le traitement de l'eau, l'agriculture, le métal. Il y a quelque part un chercheur ou un organisme qui a une expertise là-dessus. Fait que, tu sais, il y a les centres de transfert collégiaux, là, les CCTT. Il y en a, je connais plus le nom, mais il y en a plusieurs qui, eux, peuvent vous accompagner dans un projet, puis qui ont aussi leur propre levier de financement. Euh, Puis il y a aussi les différentes universités qui vont aussi avoir euh, différents sujets de recherche. Puis il y a beaucoup de programmes aussi de financement que les organismes ont besoin de s'associer avec un partenaire industriel pour mener à terme les projets parce que les gouvernements encouragent qu'il y ait des entreprises pour que les innovations ne restent pas un peu tablettées dans l'université, mais qu'ils soient commercialisées. Puis bien souvent, avec $1 privé, on est capable de les multiplier par plusieurs, par 3, 4, juste en pouvant, en mixant les partenaires. Puis aussi, ben, il y a toute la recherche à l'interne qui peut être faite. Là. Tu sais, nous, dépendamment des projets, ou à quel point on est pressé dans le développement, il y en a qu'on va faire à l'interne parce que on préfère garder l'information peut-être plus confidentielle. Il y a un élément stratégique. Des fois, ça peut être stratégique de travailler avec des universités parce que quand je parlais tantôt de crédibilité, c'est sûr que si tu travailles avec un chercheur qui souvent est au Québec puis au Canada, il y a des chercheurs qui ont une crédibilité internationale, ben, tu sais, de savoir que tes projets ont été faits avec des gens qui sont crédibles, qui sont reconnus par leur pairs, ben, ça facilite après ça l'adhésion de tes technologies tantôt je parlais de gens qui sont pas toujours dans notre cas, qui n'ont pas nécessairement les compétences, mais s'ils voient que oh, ça a été fait en collaboration avec tel type d'université, ben, soudainement, ça donne, ça peut aider. Puis en environnement, on a naturellement besoin, dans certains cas, d'avoir des autorisations environnementales pour faire ou pour réaliser nos projets. Fait que, tu sais, c'est important de pouvoir être appuyé par la science. Fait que, tu sais, ben, tu sais, on est un peu des geeks de l'environnement, puis tu sais, on essaie, tu sais, on veut pas. Là, je veux pas me mettre à dos le pur noisetier, là, mais tu sais, on veut pas être un peu le- à lancer des choses qui n'ont pas nécessairement beaucoup de preuves scientifiques. Fait que, tu sais, pour nous, c'est important, là. On est des ingénieurs, des agronomes, des professionnels de la science. Fait que ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, tout tantôt, j'en parlais, mais quand on va vers ces collaborations-là, comme entrepreneur, c'est important d'accorder une, un souci de la propriété intellectuelle. Oui, on en a parlé Tu tantôt. sais, les CCTT vont naturellement plus facilement laisser la propriété intellectuelle aux entreprises privées avec les universités. C'est important d'en discuter dès les premières discussions parce que tu peux te retrouver à avoir développé quelque chose pour lequel tu as mis de l'argent de ton entreprise, puis à la fin, oups, ça fonctionne, c'est la découverte du siècle. Et là, les enjeux de pays n'avaient pas été négociés au départ. Fait que c'est toujours plus facile au début de me dire, OK, tu sais, nous, on va investir, mais c'est important que l'API soit gérée de telle façon pour s'assurer que on puisse aller chercher les retombées souhaitées.
Dans le fond, dès le début du projet enclenché avec un société, avant même de signer les papiers, on prépare à la société ou à l'université, peu importe le centre de recherche. Même des partenariats, avec une autre entreprise, c'est important d'avoir cette discussion-là. Dire, OK, je vais aller développer une solution chez toi, mais la propriété intellectuelle m'appartient et puis elle va me permettre, on parlait tantôt de primo-adoptant, des fois, tu vas développer ta technologie chez ton client. Souvent, c'est un peu ça qu'on essaie de faire le plus maintenant, c'est quand j'ai un client qui est prêt à investir alors que ta technologie n'est pas encore tout à fait mature ou développée, ça te donne un signal, de dire, oh, je tiens quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer alors que j'ai même pas encore mon produit qui est tout à fait mature. C'est un bon signal, mais il faut que tu t'assures de dire, OK, si je le développe chez toi, étonne-toi pas que je vais vouloir aller le vendre à ton concurrent, tu sais. Puis, oui, bien sûr, si tu es le premier, il va bénéficier des fois de support ou peut-être d'avantages, mais il ne faut pas que tu te limites parce que sinon, faut une exclusivité. Tu ne peux pas le vendre à une seule personne, effectivement. À moins que ça soit tellement un gros client, mais des fois, c'est dangereux comme entrepreneur d'avoir un seul client le jour où il débranche, là, t'es un peu coincé. OK. Je combine 2 questions. Ouais. Parce que le temps file, là. En fait, tu as un nouveau poste. En tout cas, les fonctions ont bougé un peu pour toi chez Rameau, je pense. Et puis, dans le fond, c'est quoi la suite pour toi de Rameau? Il y a peut-être un mélange des deux à faire avec ça. Ouais, récemment, on a décidé de nommer un directeur général chez Rameau, qui est Benjamin, que je salue. Benjamin était un associé chez Rameau. Sauf que, moi, j'ai fondé ça en 2006 avec mon père. J'ai eu aussi un autre associé qui est avec moi. Dans un cheminement d'une entreprise, au début, on fait tout. Là, je veux dire, quand on commence... pieuvre, là. On doit s'occuper de tout ce qu'une entreprise a besoin. Puis plus ça avance, plus on va chercher des gens qui ont des compétences disons, peut-être plus grandes que les tiennes ou tu as besoin de spécialisation. Puis, comme pour ma part, tout le volet exécution, opération, c'est pas nécessairement le sujet ou le segment pour lequel j'ai le plus de plaisir puis que j'excelle. Donc, on a jugé quand une entreprise atteint une certaine taille aussi, on voit ça, les entrepreneurs vont nommer une personne qui va s'occuper du déploiement de la stratégie. Et moi, de mon côté, je me concentre beaucoup plus sur justement la stratégie, les partenariats majeurs, les communications. Donc, je vais être beaucoup moins dans les opérations, mais beaucoup plus dans Rameau dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Fait que je travaille sur le futur, mais comme on parlait tantôt pour l'innovation, ça prend des gens qui travaillent sur le présent puis qui s'assurent que la machine à saucisse, ça soit bien rodée puis que la puisse justement générer ce qu'elle devrait générer. Puis en quelques phrases, si tu peux nous en parler, la vision de Rameau dans 5 ans? La vision de Rameau. C'est une drôle. Comment je pourrais répondre? C'est sûr que je peux répondre aussi dans un contexte plus général. Ce qu'on fait, pour ma part, souvent, c'est des évidences. Les technologies fonctionnent, elles sont vertes, on plante des arbres, on séquestre du carbone, on génère vraiment beaucoup plus de co-bénéfices que des technologies traditionnelles, mais on est un peu encore coincé dans la marginalité. Les technologies, bien que c'est à l'échelle locale, je veux dire, on est super fiers de ce qu'on a réalisé, mais moi, mon souhait, c'est que autant ce que nous, on développe que ce que les autres entreprises en environnement développent, j'aimerais ça que ça devienne plus la norme et que ça soit justement qu'on puisse
arrêter de célébrer le fait que c'est donc fantastique que vous faites, alors qu'on est un peu l'exception à la règle. Vous voudriez devenir la norme, dans le fond, que ce soit une je parle de nous, mais tu sais, des technologies qui sont, tu sais, qui ont démontré qu'elles fonctionnaient. Fait que, à partir du moment où tu deviens, disons, plus, là j'ai le terme en anglais, le mainstream, Ouais. là évidemment, là, ça devient encore plus structurant. On est encore... fait que, tu sais, il y a une forme de fragilité encore pour les entreprises en environnement qui sont dépendantes soit des règles, puis bon, nous, pour notre part, tu sais, oui, on plante des millions d'arbres, mais en ce moment, le volet, mettons, crédit de carbone ou c'est pas quelque chose qui a été central dans notre modèle d'affaires, mais tu sais, je peux imaginer une entreprise aujourd'hui qui construit autour de ça, mais que d'un changement de politique ou à l'autre, ce qui se passe aux États-Unis, peu importe, ben, tout peut s'écrouler. Fait que, tu sais, ça reste que c'est très difficile pour les entreprises de perdurer dans le temps. Fait que, tu sais, moi, mon souhait, c'est que ça devienne adopté et que là, ben, on puisse vraiment développer quelque chose de structurant. Puis, je le dis de plus en plus aussi, tu sais, au Québec, au Canada, autant pour les innovateurs, tu sais, il y a beaucoup de ressources financières pour développer des innovations, développer des solutions. C'est fantastique, mais on a encore plus besoin de mettre en place des outils qui vont développer le marché. Si on mettait en place des pratiques d'achat responsable, tu sais, le gouvernement du Québec, les municipalités, le gouvernement du Canada achètent des milliards de dollars de biens et services. Et si on orientait ces fonds publics-là vers des solutions durables, là, on créerait un marché. Puis avec un marché, ben, les entreprises peuvent innover, puis peuvent durer dans le temps. Mais si on développe juste des solutions, puis qu'à la fin, on arrive, puis on veut commercialiser ça, mais que le terreau n'a pas été bien préparé, le terreau, je parle des politiques, des règles, ben, tout, c'est de l'argent quasiment gaspillé qui aura été fait. Fait que, tu sais, ça c'est quelque chose qui Il est dans ton cœur profond, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais ton message est bien passé, je pense. Puis, tu sais, on est très sensible à ça aussi, là. Je veux dire, il faut que les entreprises à impact comme la vôtre puissent se mettre à l'échelle aussi. Donc, ben merci, Francis. Il nous reste une petite chose avant de se quitter. Ouais. On voulait en fait proposer un conseil à emporter à nos auditeurs. Donc, une réflexion, une petite astuce, une inspiration qu'ils pourraient utiliser dans leur projet d'innovation. Ben, peut-être une ou deux suggestions. Tu sais, souvent, l'innovation, on pense à créer quelque chose de nouveau, tu sais, de toute pièce. Mais des fois, juste d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais, il y a beaucoup d'innovations que nous, on a fait que c'est soit qu'on a importé une idée ou un concept ou un produit qui fonctionnait bien dans un autre continent, mais qui n'y a pas ici. Fait que là, tu as toute la preuve de concept, tu as toute la crédibilité, tu as tout le passé ou toutes les erreurs que les autres ont fait que tu ne répètes pas. Fait que ça peut être... C'est une innovation en soi d'adapter quelque chose qui a fonctionné à la réalité. Puis l'innovation, ça peut être aussi pas juste de créer quelque chose, mais ça peut être dans un modèle d'affaires que je change. Des fois, puis ça m'est arrivé moi-même, il y a des choses qu'on a essayées il y a 10 ans, puis ça n'a pas marché. Puis des fois, c'est une question de contexte. C'est juste la société pas prête, ou il y avait quelque chose que j'avais pas compris ou qu'on n'avait pas compris, puis qu'aujourd'hui, hop, là, ce nouveau partenaire-là attaché à cette idée-là fait que là, le gâteau peut lever. Là, je vois des petits gâteaux qui arrivent. Fait que, tu sais, je fais le lien. Des fois, c'est juste un ingrédient qui manque pour que l'innovation fonctionne. Fait que, tu sais, puis l'ingrédient n'est peut-être même pas dans le produit, est juste dans la façon
dont on construit le projet. Fait que c'est peut-être ça mon petit conseil de fin. Donc, voilà. Merci, Merci, Francis. Julie. Ben, on se laisse sur la tarte portugaise à la citrouille. OK. On prendra une bouchée, mais merci d'être passé. Vraiment, c'était Merci. super intéressant. Fait que, merci pour m'avoir invité. Ça fait plaisir. Fait qu'on le sait, pour réussir une recette, il y a toujours un ingrédient secret. Dans le cadre d'un projet d'innovation, l'accompagnement est un ingrédient qu'il ne faut pas négliger. Pour en parler, on reçoit Marie-Élise Saint-Amour, conseillère aux entreprises à la MRC Montcalm. Bonjour Marie-Élise. Bonjour Julie, Ça va bien? bien oui. Oui. Tu peux-tu nous parler, en fait, de l'accompagnement de projets d'innovation à la MRC Montcalm? Bien, en fait, on fait de l'accompagnement, oui, en innovation, mais un peu tous les projets d'entreprise. Puis, comment ça se passe? Bien, en fait, moi, ça va faire 3 ans là, que je suis dans le développement économique. Puis, je pense que le premier réflexe, c'est de comprendre un peu l'environnement de l'entreprise, puis savoir dans quoi qui évolue, puis c'est quoi les besoins qui se rattachent à son projet d'innovation. Puis, connaître un peu là, c'est ça, son secteur d'activité, sa concurrence, puis savoir vers où qu'on peut l'accompagner, puis vers où qu'on peut aller là, côté financement, programme, qu'est-ce qui existe dans l'écosystème actuel pour ce type d'entreprise-là, puisque on en a des entreprises en croissance, en démarrage, qui font de l'eau, comme Monsieur Daigneault qu'on a eu. Puis on a un hôtel avec des lions. On a beaucoup oui, tu sais, notre MRC est vraiment large. Donc, c'est ça. C'est vraiment de connaître un peu là, dans quel secteur on évolue. Puis après, on peut mieux accompagner vers où est-ce qu'on veut aller. Là. OK, parce qu'en fait, les besoins aussi. Il y a les startups, il y a les PME. Vous pouvez les accompagner à divers stades de leur entreprise. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est rendu en croissance ou que ça fait 20 ans qu'on n'a pas plus besoin d'avoir de l'accompagnement. On connaît pas l'écosystème. Puis nous, c'est on est comme l'entrée pour connaître tout ça, puis de faire les maillages avec les bons partenaires qui existent, là, comme on parlait là, tantôt avec Rameau, les CTTT ou les universités. Donc, on peut aller chercher beaucoup d'aide qu'on connaît pas nécessairement. Puis des fois, c'est peut-être aussi compliqué juste à trouver. Donc, ça place de les cogner à chaque porte, à chaque partenaire. Venez à la MRC. Et on est là pour la porte. Vous êtes là pour les accueillir, puis vous allez pouvoir après ça les aiguiller, les appuyer en fait dans différentes sphères. Oui, exactement. De leur entreprise. Puis ça peut être de l'accompagnement ou ça peut être du financement, ça peut être. Il y a beaucoup, il n'y a pas juste l'argent, si on veut dire. Non, à un moment donné, on peut aller chercher beaucoup il y a de la formation, il y a beaucoup à faire, je pense. L'écosystème est grand, hein? Oui, fait que je comprends que les entrepreneurs ne sachent pas toujours à quelle porte aller cogner. Fait que je pense que c'est un peu le principe. Là, ils ont besoin d'aide ou tantôt, c'est ça, on dit souvent j'ai besoin de levier ou même sans avoir de besoin, ils peuvent aller chez vous puis juste dire j'existe. Bien ça, puis est-ce qu'on a des possibilités? Il y en a qui veulent déménager, il y en a qui veulent grossir. Il y a beaucoup de sujets où on peut aller. Puis c'est ça, c'est vraiment vous avez une question, on est là, puis on s'organise pour répondre à la question, en fait, ou aux besoins. Oui. Puis as-tu un cas à nous parler d'accompagnement que vous avez fait dans le passé? Bien, moi, c'est sûr qu'on en a accompagné plusieurs là, dans les dernières années. C'est sûr que, tantôt, j'avais comme défi. Tu sais, souvent, le défi, là, ça va être de mettre sur papier ce que les entrepreneurs ont dans la tête, tu sais. Mais c'est ça, le gros de la job, je pense, des fois, c'est d'aller avec un plan de projet, de venir, tu sais, mettre de l'avant, comprendre ce qu'il y a dans la tête, puis d'essayer de le mettre sur papier, puis après, d'aller voir, tu sais, justement, les partenaires, puis de bien expliquer, puis d'avoir, d'avoir à table là, toutes les bonnes personnes pour que ce projet-là lève, tu sais, en fait. Fait on a eu, j'ai accompagné l'hôtel à Saint-Alix-des-Lions avec le parc aquatique, puis, tu sais, souvent, j'aime aussi faire beaucoup les maillages entre nos entreprises. Donc, rester dans la région, tu sais, on parle de Nourriture Crue Landreville, qui voulait faire une bonne action, mais qui est rendu qui nourrit les lions du... Ah oui? OK. Où on peut accompagner des organismes à but non lucratif tels que la SPCA ou les centres pour femmes. Il y a beaucoup, qu'on soit dans n'importe quel
croissance, on soit dans n'importe quel secteur, on peut toujours avoir une question, puis on est toujours là. On a eu l'entreprise Prestige Panel, qui est une grosse entreprise qui va s'établir là, bientôt à Saint-Lin. Donc, on a des beaux projets, puis c'est pas parce qu'on est une maison usinée côté que ça fait plus de 30 quelques années qu'on est là, qu'on n'a pas des questionnements sur les nouveaux aussi programmes, la formation aussi, les employés. Donc, ça peut aller très, très large. Merci, Marie-Élise. Merci à vous deux pour ces super beaux échanges et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir participé à ce dîner gourmet. Un immense merci également à nos partenaires. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de la boîte à lunch des idées à emporter.